Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Famille. Je suis Daisy Wedji et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce nouvel épisode. Et sur le plateau, j'ai des personnes merveilleuses tout autour de moi, des femmes merveilleuses que je vais introduire bien évidemment. Alors à ma droite, j'ai Happy. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Je vais bien et je suis très heureuse d'être ici. Merci beaucoup. Et je bénis le nom du Seigneur pour ma présence parmi vous. Merci beaucoup d'avoir accepté. À ma gauche en premier, j'ai Ado. Bonsoir Ado. Bonsoir Daisy. Tu vas bien? Ça va bien. Super, merci d'avoir accepté d'être ici ce soir parmi nous. Mais moi aussi, merci de m'avoir invité. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'on va passer ensemble. Super. Et nous avons Georgina. Bonsoir. Bonsoir Daisy. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Franchement, ça nous fait très plaisir. Ce soir, on va aborder un sujet qui nous touche ici à La Voix de la Famille. On va parler de la famille face à l'handicap. Et nous avons la chance ce soir d'avoir Happy qui a bien voulu venir. Elle a accepté de venir nous parler de sa fille, Alison, qui est en situation d'handicap. Est-ce que pour commencer cette émission, tu peux te présenter toi déjà et nous parler un peu d'Alison et notamment de sa situation de handicap? Merci Daisy. Moi c'est Derasuba Happy et je suis la maman d'Alison que d'autres connaissent ou pas. Ma fille Alison, elle a 20 ans et depuis l'âge de 3 ans, on a décelé son handicap. Et bon, jusqu'à là, les médecins on n'a pas vraiment trouvé de nom à son handicap. Donc, ils m'ont dit que c'est un retard mental, retard intellectuel et mental. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire pour son handicap. Ok, très bien, merci. Merci beaucoup pour ta réponse. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, lorsque vous avez vu à 3 ans que Alison avait un peu plus de mal à se développer que d'autres enfants et que les médecins vous ont donné un constat par rapport à ça, comment ça a impacté toute ta famille? Comment ça a impacté le lien, le cocon familial? Tout d'abord, je l'ai remarqué par moi-même parce que il faut dire que je travaillais avant auprès des enfants. Donc je savais que jusqu'à 3 ans, de 0 jusqu'à 3 ans, les enfants verbalisaient certaines choses. Et j'avais remarqué qu'à 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, ma fille, elle parlait, mais elle nommait, quand elle voulait par exemple des gâteaux, elle me montrait. Et avant ça, elle parlait. Jusqu'à 2 ans, elle disait papa, elle disait des mots en fait. Elle disait des mots, mais la croissance physique, au niveau du physique, il n'y avait pas de problème. Mais du niveau du langage, je voyais que ça n'allait pas et c'est de moi-même. J'ai commencé à parler au médecin traitant, je parlais au pédiatre et quand elle est rentrée à l'école, la maîtresse m'a dit elle n'arrivait pas à apprendre. On a vu qu'elle n'arrivait pas à apprendre. Elle passait sa journée entre les jambes de la maîtresse et franchement, j'ai commencé à prendre le devant. J'ai pris le devant, je n'ai pas attendu que les médecins me disent, j'ai pris le devant, j'ai commencé à taper aux portes, j'ai commencé à chercher à savoir. Et c'est comme ça qu'à 4 ans, je vais dire, on a commencé à faire des analyses, on a commencé à chercher à savoir ce qui n'allait pas. Vu que physiquement, elle se développait bien, elle a été propre, elle avait 1 an, elle a marché, elle avait 10 mois, elle a fait ses 4 pattes. Donc, c'était très délicat pour les médecins. Chaque fois, ils me disaient d'attendre, que peut-être qu'il y a les enfants qui mettent du retard, ça va aller. Plus j'attendais, plus je voyais, je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce qu'elle n'arrivait pas, intellectuellement, elle n'arrivait pas à apprendre. Mais on va dire jusqu'à 5 ans, elle a repris la maternelle, donc elle a fait la petite session de maternelle. Ils ont vu qu'elle n'avait rien appris, donc ils ont demandé qu'elle reprenne encore la petite session de maternelle. Et quand vous apprenez déjà que votre enfant est en difficulté, vraiment vous prenez une bonne claque. Donc du coup, ça
de quelle manière ça a vraiment impacté ta famille, l'intérieur en fait du cocon familial? Est-ce que ça a été un choc pour vous? Ben, franchement, je ne dirais pas toutes les mamans ici, je crois maman Georgina, maman Ado et toutes les femmes en tant que maman, quand tu apprends que le fruit de tes entrailles, ton enfant a un handicap, excusez-moi, c'est... Est-ce qu'on peut avoir un mouchoir, s'il vous plaît? J'avais dit que je n'allais pas pleurer. Excusez-moi, j'avais dit que je n'allais pas pleurer, mais c'est très difficile d'en parler. C'est un sujet qui est très, 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 très délicat, parce que c'est... le vivre au quotidien, ça va, mais en parler, c'est très difficile. Oui, je sais. Et j'aime pas trop en parler. Je comprends. Parce que c'est pas facile. D'apprendre que son enfant est handicapé, que l'enfant ne va pas être comme les autres enfants, ça fait mal. Tu te prends, tu accuses tout le monde, tu accuses le monde, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que j'ai loupé? Tu t'en veux. Tu t'en veux, tu es en colère. En fait, c'est comme si on t'annonçait un deuil. Après, tu dis non, c'est pas possible. Ils ont dû se tromper quelque part. C'est pas possible. Ils ont dû se tromper. Et en tant que chrétien, parce que je connaissais déjà Dieu, je dis non, Seigneur, je te connais. Tu peux pas me faire ça. C'est pas possible, tu peux pas me faire ça. Mon enfant va pas rester comme ça. Et au fur et à mesure, les années passent. Tu vois qu'elle n'évolue pas. Physiquement, elle évolue, elle n'a pas, même pour les personnes qui la connaissent, si tu ne rentres pas dans le cocon familial, tu ne peux pas savoir que Alison est handicapée. Elle est handicapée, parce que même qu'elle vient à l'église avec moi, même qu'elle marche avec moi, ça ne se voit pas. Pas du tout. C'est à l'Afrique, quand tu vois qu'elle a du mal à parler. Et dans le cocon familial, ses frères, ses soeurs, en fait, tout le monde est associé. On essaie de l'aider au quotidien, mais tout se passe bien. On ne vit pas ça comme... elle n'a jamais été éduquée comme un enfant handicapé. Oui. Dès lors, on a dit, on va pas, elle n'est pas privilégiée nulle part. Elle est comme tout le monde. Elle a cette difficulté, on ne le nie pas, mais c'est pareil que tout le monde. Donc, on le vit plus ou moins. Pour ses frères et sœurs, je sais que c'est un peu difficile. Surtout à l'école, de se retrouver, dit que ma grande sœur est handicapée, je sais qu'ils n'osent pas trop. Mais au fur et à mesure, au force de là en parler, je crois que ça commence à aller et tout le monde commence à accepter son handicap. Merci beaucoup, Happy, pour... Non, c'est un peu normal. Je pense qu'on va tous pleurer à la fin de cette émission. Est-ce que pour toi, c'est essentiel, l'unité de ta famille est essentielle pour le bien d'Alison? Est-ce que c'est essentiel que la famille soit soudée pour permettre le bien d'Alison, pour qu'elle puisse encore mieux se développer en fait? Ben, oui, ça c'est sûr et certain. Et je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais je pense que bon, l'handicap est là, on le vit au quotidien, et ça n'a jamais été un frein pour notre famille. En tout cas, l'union est là, on est toujours, on est une famille vraiment très soudée, et mes enfants et moi, on est vraiment très, très soudés. Vous me voyez ici, souvent je l'appelle même mon sac à main, on est tout le temps les uns sur les autres. Et l'handicap d'Alison n'a rien changé à ça. C'est vraiment... je sais que j'ai le soutien de mon mari, même s'il n'est pas avec nous. Je l'ai venu à parler, j'ai le soutien de mon mari. Mes enfants, je leur ai expliqué que je venais à l'émission, j'allais parler de l'handicap d'Alison. Et tout le monde à la maison essaie de l'aider. Et elle aussi, elle fait beaucoup de choses, à part intellectuellement, qu'elle n'arrive pas à lire, elle n'arrive pas à écrire. Mais dans la vie quotidienne, elle sait se débrouiller. Et ça fait que... Franchement, on ne vit pas ça comme un handicap. Donc, ça ne fait que renforcer même, la famille. J'ai vu Alison ce matin, elle était tellement heureuse, elle était trop contente. Elle m'a dit ça va, et j'ai dit oui, ça va. Ça se voyait qu'elle était vraiment là pour te soutenir déjà, même si elle n'est pas ici, mais elle te soutient déjà de la maison et ça, c'est formidable. Merci beaucoup pour tes réponses, Happy. Je me tourne vers Ado. Donc, tu es ici parce que tu es surtout monitrice éducatrice.
Donc, c'est ton métier pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, ma question est, comment la famille, elle peut jouer un rôle très important pour une personne en situation de handicap? Comment ça peut vraiment booster la personne en situation de handicap? Comment ça peut l'aider en fait? Quel est le rôle de la famille dans sa vie? Merci Daisy, merci pour ta question. Je pense que la famille a un rôle très important et essentiel dans la vie de leur enfant. Comme Api vient de dire tout à l'heure, maman Api vient de dire que c'est elle qui a décelé les problématiques de son enfant et qui connaît mieux son enfant que les parents. Donc l'importance de la famille est vraiment essentielle. Vraiment, la famille est très importante dans l'accompagnement. Nous, en tant qu'éducateurs ou éducatrices, nous ne sommes pas là pour se substituer à la famille. Nous sommes là pour travailler avec la famille, pour le bien-être de la famille, de l'enfant, excusez-moi, de l'enfant. D'ailleurs, la loi de 2002 nous oriente dans ce sens que de maintenir les liens familiaux. Et la famille est importante. Les institutions, ils mettent en place des espaces pour permettre aux familles de parler, de travailler ensemble avec les institutions. Par exemple, il y a les conseils à la vie sociale où nous trouvons les représentants de personnes qu'on accueille, où nous trouvons la direction, les chefs de service, les représentants des chefs de personnes, les représentants, excusez-moi, des éducateurs pour pouvoir ensemble parler du fonctionnement de l'établissement pour l'épanouissement des personnes qu'on accueille. Il y a aussi le lien que nous, les éducateurs, peuvent tisser avec la famille par le dialogue. Il y a aussi les projets de leurs enfants. La famille est là pour être au cœur et aider leurs enfants à l'épanouissement, même dans l'établissement. Tout ce qui va se faire, c'est pour l'intérêt de la personne. Donc, si nous visons l'intérêt de la personne, pour que la personne soit heureuse, il faut inclure la famille. Il faut inclure la famille. Puisque nous ne pouvons pas se substituer, comme je viens de le dire, mais nous devons essayer de maintenir ces liens-là entre les parents et enfants. Il y a aussi les espaces qui sont prévus. Il y a le synthèse. On parle des projets de l'enfant. Les projets de l'enfant, c'est important que les parents viennent pour pouvoir échanger, puisque nous n'observons pas la même chose. Nous tous ne sommes pas pareils. À la maison, l'enfant se comporte d'une autre manière et à l'institution, c'est d'une autre manière. Donc cet échange-là permet de centrer, de mettre l'enfant ou l'adulte, excusez-moi, parce que moi je travaille auprès des adultes, au centre et de tous ensemble porter notre pierre pour pouvoir aider l'enfant ou la personne adulte qui est en situation de handicap à évoluer pour son bien-être. Okay. Voilà. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc vraiment, à travers ta réponse, on comprend vraiment que la famille est essentielle, que la personne en situation de handicap soit en institution ou pas, la famille joue toujours son rôle essentiel auprès de la personne. Merci beaucoup. Je me retourne vers toi, Api. J'aimerais vraiment savoir comment la révélation de la situation de ta fille a impacté ta foi. Parce que comme tu l'as dit, tu étais déjà chrétienne, tu connaissais déjà Dieu. Donc comment ça a impacté ta foi? De quelle manière? En fait, cette question, ça dépend de ma foi avant ou maintenant. Disons la foi que tu avais à l'annonce, comme je l'ai dit, au fait, à l'annonce, c'est déjà, j'étais déjà en colère. Et j'étais dans le déni. Après, je vais dire, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à tout le monde. Et je ne peux pas dire que je n'allais plus à l'église, mais j'ai commencé à chercher. Et là, aujourd'hui, quand le pasteur prêchait, je me suis retrouvée là-dedans. J'ai commencé à chercher les miracles au lieu de chercher Dieu. Donc, je cherchais les miracles. Je cherchais les miracles. Je partais pour chercher des miracles, pour chercher des solutions. C'est que je partais à l'église que pour ça. Je cherchais Dieu que pour ça. Le reste, ça ne m'intéressait plus. Au fait,
il n'y avait plus rien qui m'intéressait si Ouais. ce n'était pas que la guérison de De ma fille. Alison. C'était que Alison, c'était la guérison d'Alison. Donc, Et que par le miracle, par je une disais à prière, Dieu, même dans les prières, Ah oui. en fait, ma relation avec Dieu, je ne sais plus, je ne sais pas s'il y avait encore une relation avec Dieu. C'était vraiment, je cherchais que ça. Je cherchais les miracles. C'est pourquoi je dis, et c'est pourquoi j'ai demandé la question maintenant. Non, oui. ou Dis-nous avant, à l'annonce. maintenant. Dis-nous Et maintenant. maintenant, au jour d'aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je pense que dans l'église, les gens qui me voient, je suis rayonnante. Rayonnante. Parce que je cherche plus les miracles et je cherche le faiseur de miracles. Amen. Et j'ai cette relation avec Dieu qui fait que tout le monde est en paix. Parce que quand une maman est en paix, je vous dis que toute sa famille est en paix. Tout le monde est en paix. Et au fait, c'est peut-être en cela même qu'on remarque même plus l'handicap d'Alison. On prie, on est en joie, on oublie l'handicap d'Alison. Notre relation avec Dieu est plus importante. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui fait. Et si Dieu le fait, on dit, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi est-ce que tout ne concourt pas à notre bien? Pourquoi est-ce que nous qui cherchons Dieu, nous qui aimons Dieu, on va rester, même si aujourd'hui, je ne peux même pas dire que je ne vois pas les choses arriver. Peut-être que mes yeux physiques ne le voient pas, mais je vois les choses arriver. Amen. Il y a 2 ans, 3 ans, Alison, elle faisait même pas de phrases. Elle disait, elle pouvait pas faire plein de choses. Aujourd'hui, elle va seule à l'école. La maman ado vient de parler des instituts. Elle a fait que les IME, les instituts médicaux éducatifs. Après, elle a fait l'IME Pro et aujourd'hui, elle attend, comme elle est devenue adulte, il faut qu'on l'oriente dans d'autres foyers. Moi, je ne veux pas des foyers de vie. Parce que je préfère le cocon familial, je sais que c'est plus important pour elle, le faire de partir, rentrer les soirs comme une école. Je préfère ça. Donc, on est en train de chercher les instituts où elle va partir et rentrer les soirs. À la maison. Bon, il y a d'autres enfants où c'est adapté, les foyers de vie, il y a plusieurs instituts. Mais moi, personnellement, pour la vie familiale, je préfère qu'elle parte et qu'elle vienne. Et on met toute notre confiance, franchement, on met toute notre confiance à Dieu. Et ma foi a tellement rebondi. Je suis en joie. Même quand on m'a dit, tu viens pour Alison, j'étais tellement en joie. Je dis, je viens pour que ça impacte d'autres familles. On pleure souvent, on oublie qu'on a le Dieu qui peut tout. Amen. On a le Dieu qui est capable. On dit rien lui est impossible. Il n'y a rien. Et je regardais dans Jean, on nous dit, quand les disciples disaient à Jésus, pourquoi cet homme il est aveugle de naissance? C'est parce que ses parents ont péché ou lui il a péché. C'était quoi la réponse de Jésus? Il a dit non, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que Dieu se glorifie. Et je sais que j'ai la foi et la conviction. Ne me demandez pas comment, mais pourquoi, mais je sais que Dieu va le faire. Amen. Et ça, je le sais parce qu'il a commencé. Alison, elle prend le train, elle va seule, elle revient. Elle a des horaires. Souvent, elle vient, il n'y a personne à la maison. Elle sait où prendre la clé, ouvrir la porte et attendre. Et c'est des trucs qu'elle ne pouvait même pas faire il y a 2 ou 3 ans. Et vraiment, c'est ma foi. Si tu me parles de foi aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai envie de me lever et danser. Tellement ma foi. Au début, j'ai commencé en pleurant, mais aujourd'hui, ma foi, je suis en joie. Amen. Voilà, je suis en joie et je prie que ce soit le cas pour toutes les femmes, toutes les mamans, les familles. Peut-être, moi, mon handicap, c'est, aujourd'hui, on m'a dit, c'est l'handicap de ma fille. Ce n'est pas un frein. Je ne dirais pas que c'est un frein à ma relation avec chrétienne. Et je prie que cela ne soit pas des freins. Quel que soit l'handicap qu'on peut avoir dans les familles, que ce soit, ça peut être un enfant peut-être qui ne vient pas à l'église, qui est dans la débauche, qui fait ceci. Il faudrait que la famille prie pour ne pas que ce soit des freins pour eux et qu'ils regardent à Dieu parce que c'est lui qui peut tout. Il est la solution de tous nos problèmes. Amen. Je suis très émue en écoutant ton témoignage parce que des fois on se plaint de choses tellement futiles et on ne se rend pas compte qu'il y a des personnes qui traversent vraiment des choses compliquées et je rends tellement gloire à Dieu pour ce que tu es en train de dire parce que je sais que ça va édifier beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup pour ta réponse. Et pardon, je croyais que tu voulais parler. Comment tu pourrais décrire le soutien qu'a été la famille spirituelle pour toi? Comment la famille spirituelle a pu t'aider par rapport
à cette situation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une fois j'avais rendu un témoignage ici où ma fille était perdue, c'était en hiver, Oui. où il faisait très très froid et j'ai pleuré. Je pense que c'était la dernière fois où Dieu voulait que je pleure. Je pleurais, j'ai pleuré les larmes de mon corps et j'ai appelé Maman Georgina. Mais il a suffi d'un mot pour qu'elle m'a parlé, elle m'a dit, t'inquiète, Dieu la mettra sur la voie d'une personne. Et c'est ce qui s'est passé. Et je sais que j'ai cette famille-là, depuis que j'ai connu cette église, depuis que je suis rentrée dans cette église, je sais que si j'ai un problème, même au niveau de ma famille, même au niveau d'Alison, j'aurai le soutien qu'il me faut pour m'accompagner dans la prière. Et il y a les partenaires de prière. Franchement, c'est pas de ça qu'il y a question aujourd'hui, mais je fais un appel. Maman, entre nous les femmes, on a ce qu'on appelle les partenaires de prière les lundis. Vraiment, c'est des soutiens aussi de prière. C'est des familles spirituelles avec qui tu peux prier, confier tes problèmes et prier pour toi. Donc, c'est très important. Et je remercie Dieu de m'avoir conduit dans cette église. Amen. Je remercie Dieu pour cette famille qui m'a donné. Parce que, je dis souvent, moi je suis ivoirienne. Nous les Ivoiriens, on n'est pas comme les Congolais, on a plein de familles partout. Moi je n'ai pas de famille partout. Mais j'ai cette famille quand je viens. Je sais que quand j'ai pleuré, je dis j'ai une grande famille. Je ne sais pas combien on est ici, mais j'ai une grande famille. Qui est encore plus important que ma famille. C'est pas plus, je ne dirais pas plus important, mais qui est aussi bien que ma famille biologique. Wow. Et je remercie le nom de Dieu, je bénis le nom de Dieu tous les jours pour cette famille qui m'a donné. Amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Ça nous touche. Donc accrochez-vous à cette famille-là. Accrochez-vous à Papa Bonnet, Maman Georgina. C'est des gens formidables. Pour moi, ce n'est pas parce qu'elle est là, Maman Georgina, c'est que j'ai toujours rendu ces témoignages. Et je sais que c'est des personnes à n'importe quelle heure. Ce jour-là, je sais qu'il y avait culte. Mais j'appelais. Et elle m'a répondu. Elle a répondu qu'on l'appelle, elle répond. Elle répond, merci. Amen, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui. T'es un peu gênée, hein? Merci beaucoup. Et est-ce que la prière, c'est vraiment une importance du coup dans la vie de famille? Est-ce que c'est essentiel dans la vie de la famille? La prière est non seulement essentielle, mais elle est une capitale. Vraiment, d'une importance capitale. Sans la prière, je ne sais pas si on peut vivre. Le pasteur Bonnet l'a dit ce matin, le diable n'est pas là pour nous faire cadeau. Le diable n'est pas là pour... Aujourd'hui, j'étais là même, quand je suis partie à midi chez moi, je disais, mais on joue avec le diable. Il ne joue pas avec nous. Il n'est pas là pour jouer avec nous. Lui, il vient pour tuer. Et nous, on est là, on le regarde. Non, on joue avec le diable. Si tu ne pries pas, le diable, il te prend, il te balance à gauche, il te balance à droite. Si tu ne pries pas, c'est là où tu passes d'église en église, tu cherches le faiseur de miracles. Mais quand tu pries, non seulement tu grandis spirituellement, et tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Et c'est un pasteur qui nous dit que tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu pour prier pour toi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu pour prier pour moi. Je veux prier pour Alison, je rassemble toute ma famille, on prie. Amen. On prie non seulement pas pour Alison seule, mais on prie pour toute la famille. Parce que le diable peut permettre que, quand on prie pour Alison, on est là, on se focalise sur Alison et le diable attaque les autres enfants. Donc, maintenant, on prie pour tout le monde. On prie pour tout le monde et la prière est très, très importante. Je disais à mes partenaires de prière la dernière fois que mon fils, le petit, Uriel qui a 4 ans, lui, sans la prière, il ne dort pas. Les autres enfants, souvent, on leur dit, ils vont te dire, viens me lire une histoire avant que je m'endorme. Mais lui, c'est fais-moi ma prière avant que je dorme. 4 ans. Et la prière avec lui, ce n'est pas merci Seigneur pour garder Uriel, amen. Non, il te dit, recommence à zéro. Recommence au début. Il te dit recommence au début jusqu'à ce qu'il s'endorme. Donc pendant 1 heure, tu es en train de prier jusqu'à ce qu'il s'endorme. Waouh, c'est incroyable. La prière est tellement... Chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux passer une journée sans prier parce que je sais ce que Dieu fait pour moi. Je sais ce que Dieu a fait pour moi et il continue de faire pour moi. Wow. Et la prière, c'est ma respiration. Ouais, c'est vital. C'est vraiment vital. Wow. Sans la prière. Quel témoignage. C'est une famille qui ne prie pas, c'est une famille que le diable
peux jouer avec. C'est une famille qui est vulnérable. qui est très, très vulnérable. Vraiment, j'encourage les familles, quelles que soient les situations que vous traversez. Souvent, c'est vrai qu'on est fatigué. Avec tous ces problèmes qu'on attend, on est fatigué. On rentre ici, on travaille. On rentre, il y a les enfants, on est fatigué. Mais prenons même... Moi, on m'a dit de commencer par 10 minutes. 10 minutes, 15 minutes. Mais plus tu pries, plus tu as envie de prier. Plus tu n'as pas l'envie de t'arrêter. Amen. Dieu fait. Amen, Vraiment, amen. moi, je prie et je dis, un jour, Alison même viendra rendre son témoignage, mais moi, je sais que c'est notre Dieu prière. fait, Dieu, il est capable de tout. Et là, aujourd'hui encore, je le prends en témoin, je suis en train de parler. Seigneur, je ne parle pas pour moi, je parle pour toi. Donc, tu vas le faire, et je sais que tu vas le faire. Voilà. Amen. Merci beaucoup, Comme il est le Api. débiteur de personne, il le fera. Amen. Merci beaucoup, Api. Je me tourne vers Georgina. Pourquoi la prière et la méditation de la parole de Dieu, c'est essentiel quand on traverse une épreuve comme une personne qui est en situation de handicap dans notre famille ou une épreuve aussi difficile? Pourquoi c'est essentiel de continuer de méditer, de prier, de garder en fait cette foi dedans de nous? Merci beaucoup pour la parole. Et entendre Api parler, je me posais la question, est-ce que ça vaut encore la peine de parler? Vraiment. Parce qu'elle a presque tout dit. Vraiment, vraiment. Et non seulement elle a dit, ce qu'elle a dit, c'est par rapport à ce qu'elle est en train de vivre, ce que la prière fait dans sa vie, ce que la présence de Dieu fait dans sa vie. Elle a dit qu'avant, elle cherchait le miracle. Elle cherchait les miracles au lieu de chercher Dieu. Et ce qui faisait, comme elle courait après les miracles, elle n'avait pas la paix. Elle était agitée, il y avait l'instabilité. Et même au niveau de sa vie, il n'y avait pas cette joie-là. Et quand elle a compris que je dois chercher Dieu et non des miracles, et chercher Dieu comment, c'est en priant. Chercher Dieu comment, c'est en méditant la parole. Et c'est là qu'elle a pu avoir trouvé cette paix-là. C'est là que sa famille a pu retrouver la joie. Malgré des situations compliquées, mais la joie est là, est toujours là. Et comme il est écrit dans la parole, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Elle a compris que ces fardeaux d'Alison, je dois décharger au pied du Seigneur au travers de la prière. Et lorsqu'on prie, on ne cesserait jamais de les dire. Prier, c'est juste dire au Seigneur, Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Oui, il peut y avoir que tu pries, tu ne vois pas ce que tu attends de Dieu, mais ton attitude détermine que Seigneur, je dépends de toi. Et la Bible nous parle de l'histoire de l'apôtre Paul quand il priait par rapport à sa situation, par rapport à son état physique. La Bible dit, il a prié trois fois. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et cela prouve encore la souveraineté de Dieu. Donc lorsque nous prions, nous disons, Seigneur, nous dépendons de toi. Et cela nous apporte une paix. Même les gens ne vont pas comprendre comment tu as ton enfant qui est dans cette situation, mais tu as la paix. Et cette paix, on ne peut trouver que auprès du Seigneur. Cette paix, on ne peut trouver que dans la parole de Dieu. On lui fait confiance. Et à un moment donné, les disciples qui suivaient Jésus, quand les autres sont partis, les quelques disciples sont restés, Christ leur a posé la question, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Parce qu'il y a d'autres parents aussi qui passent par cette situation. Mais Api, elle a compris. Elle peut dire comme l'apôtre Pierre, à qui rions-nous par rapport à la situation d'Alison? À qui irais-je si ce n'est qu'à toi? Donc c'est pour cela qu'on prie pour dire au Seigneur, on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autres ressources que toi. Donc c'est vraiment important pour avoir cette paix-là dans la famille. Merci. Merci beaucoup pour ta réponse qui est très édifiante. C'est vrai que le passage où on dit vraiment ta grâce me suffit, je pense que ça résume énormément de choses en fait. On cherche, on court après tout, mais il faut se dire ta grâce me suffit en fait. Merci. Il y a aussi un point que la sœur a pu soulever, il a dit, il ne faut pas que cela soit la situation qu'on peut traverser dans la famille, il ne faut pas que ce soit, ça nous empêche de progresser, ça nous empêche, ça ne soit pas un blocage. Un frein, c'est ce que tu as dit. Oui. Et si l'apôtre Paul s'était focalisé sur cette situation, aujourd'hui on n'allait pas lire les épîtres. Donc juste quand le Seigneur lui a dit que ma grâce te suffit, ça a permis à l'apôtre Paul de rebondir et de continuer marche. Donc c'est très important. Wow. Amen. Merci beaucoup pour ta réponse, Georgina. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, Api, du coup, comment ça se passe la scolarité de Alison? Tu en as parlé un peu, tu as parlé des IME, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment, un peu plus rentrer en détail si c'est possible?
Même, au fait, pour Alison, je prends le cas d'Alison. Quand on a vu la maternelle n'allait pas, on a été orienté vers les IME. IME qui veut dire Instituts médicaux éducatifs. Okay. Donc, c'est les enfants qui sont en situation d'handicap. Qu'on met là-bas les enfants qui n'arrivent pas handicap quelconque. Et après, c'est jusqu'à l'âge de, je crois, l'âge de 14 ans à peu près. Et après, on les amène en l'IME Pro pour apprendre. C'est pour apprendre, pour les enfants qui peuvent travailler plus tard, apprendre des métiers. D'accord. On les oriente vers les IME Pro pour apprendre des métiers. Bon, Alison, elle a été en IME Pro pour apprendre des métiers, mais c'est un peu difficile pour elle. D'accord. Parce qu'il lui faut plusieurs personnes et il faut être constamment avec elle. Et ce n'est pas possible ici en France, c'est pas possible. Ici, c'est un soignant pour 5 personnes, je pense. Okay. Et ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc là, elle n'est pas encore sortie totalement de l'IM Pro. Normalement, jusqu'à 18 ans, 20 ans, tu dois sortir de l'IM Pro pour aller vers les ESAT. ESAT, qui est les centres, je ne sais plus trop la signification, mais c'est pour le travail. C'est des centres, voilà. Par le travail. Centre d'accueil par le travail. Centre d'aide. D'aide par le travail, un truc comme ça. Soit elle partait vers les ESAT ou dans les foyers de vie pour les gens qui n'arrivent pas à travailler. Mais bon, les ESAT, ils sont en train de voir. Une fois, j'ai été, comme Maman Ado l'a dit, on fait des réunions, les synthèses. Et quand j'allais faire son projet de vie, l'éducatrice me disait, ah ben non, elle ne peut pas travailler, donc les ESAT, ce n'est pas pour elle, ça sera les foyers de vie. Mais vu que vous ne voulez pas l'internat, ça sera difficile à trouver. Je l'ai regardé, j'ai dit, vous n'êtes pas Dieu. Je lui ai dit, vous n'êtes pas Dieu. Si Dieu dit, elle travaillera, elle travaillera. Si Dieu en trouvera des foyers, on trouvera. J'ai dit, je regarde des reportages, je suis beaucoup d'associations où il y a des parents qui mettent 5 ans, 10 ans pour trouver des foyers. Mais franchement, même quand je pleurais, je disais à Dieu, tu m'as abandonné. Franchement, je bénis le nom de Dieu. Quand on m'a dit de venir pour l'émission, j'ai recommencé à cogiter. Je dis, ben non, Dieu ne m'a jamais abandonné. Parce que chaque fois qu'Alison devait changer d'établissement, l'année qui a suivi, ça s'est fait. Pourtant, franchement, ici en France, vous pouvez demander à maman ado qui travaille, c'est très difficile de trouver des places. Il y a beaucoup de listes d'attente. Il faut passer par MDPH pour pouvoir être orienté. Et la liste, c'est quand même... ça met du temps. C'est très, très difficile. Mais moi, chaque fois qu'elle devait changer d'établissement, dans l'année qui suivait, ça s'est fait. Dans l'année qui suit, ça se fait. Et son planning, c'est toujours adapté à notre travail. On n'a jamais eu de difficulté pour dire qui va la garder, quand elle va rentrer, qu'est-ce qu'elle va faire. Dieu nous a toujours fait cette grâce-là. Donc, un peu là, on est à la recherche, parce que moi, je ne veux pas de foyer de vie. Oui, où elle resterait du coup en interne. En internat. Il faudrait trouver quelque chose où elle serait en externe, où elle rentrerait le soir. Donc là, on est en train de faire, on est dans cette démarche-là. D'accord. Souvent, on est dans cette démarche. Mais j'aimerais dire aux familles, je ne sais pas, je ne sais pas si la question va venir, mais je rebondis dessus pour dire aux familles, si tu es dans l'église, si tu nous suis, si tu nous entends, si ton enfant a des problèmes d'handicap, tu peux passer même par la CMP, tu peux passer par ton médecin traitant et commencer cette démarche-là, parce que ça met du temps pour être orienté. N'attendez pas, parce que ça ne sert à rien de vouloir maintenir forcément les enfants, soit à domicile ou faire comme tout le monde dans les écoles, dans les établissements publics, comme tout le monde. Ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas parce que l'enfant va à l'IME que l'enfant ne va pas travailler un jour. Ce n'est pas parce qu'un enfant va à l'IME que l'enfant, à cause de son handicap, il ne travaillera pas ou bien il sera forcément dans un foyer de vie, il sera de côté. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des enfants qui sont à l'IME qui travaillent aujourd'hui. J'ai des copines d'Alison qui travaillent. Donc, c'est pour ne pas les mettre en difficulté. Essayons de voir, pour ne pas mettre nos enfants en difficulté. Les IME, ce n'est pas mauvais. Bon, je vais rebondir par rapport à ce que la sœur Rapide vient de dire, par rapport aux établissements. Au fait, Alison peut aller dans un foyer de vie, et les foyers de vie, ils ont la possibilité des accueils externes. Par exemple, là où je travaille, on a, je pense, 4 ou 5 places d'accueil externe. Ce sont les jeunes qui viennent la journée, ils font des activités, et les soirs, ils repartent en famille.
Donc, il y en a même qui prennent les transports en commun. Et peut-être que ça dépend de la capacité d'Alison. Peut-être qu'elle a besoin de passer par là pour que les foyers de vie, à travers les activités proposées, pour qu'elle puisse évoluer et aller à l'ESAT. Et il faut voir qu'un foyer de vie, c'est lié aussi, au fait, c'est un lieu de transition. Puisque moi, par exemple, dans mon travail, c'est un foyer de vie. J'ai vu voir des jeunes qu'on a travaillé avec, on a mis des choses en place, il y a des projets qui nous permettent d'accompagner ces jeunes-là, selon les capacités, tout doucement, aller vers les actes. Et par exemple, dans l'établissement où je suis, nous avons les foyers de vie, nous avons l'hébergement, le foyer d'hébergement, excusez-moi, et nous avons les actes dans le même site. Donc ça nous permet d'observer par notre observation, par le travail que nous faisons en équipe pluridisciplinaire et avec les parents bien sûr, dans l'observation de voir que cette personne a maintenant les capacités d'aller vers les ZAD. Et après, on lui propose plusieurs stages en interne dans notre ZAD et même à l'externe apprenant des transports. Donc, je voulais juste dire à Happy de ne pas complètement fermer cette porte de foyer de vie. Au fait, les foyers de vie que eux, ils me proposent au jour d'aujourd'hui, c'est l'internat, au fait. C'est pourquoi j'ai dit non. Parce que moi, les foyers de vie, oui, pourquoi pas. Mais à l'externat, partir et revenir les soirs à la maison. Il y en a qui ont des possibilités. Du coup, ça serait peut-être intéressant même d'aller vers l'établissement de ados. On ne sait pas, on verra. C'est Dieu qui guidera. Merci beaucoup pour vos interventions. Et Happy, comment vous faites à la maison du coup pour prendre soin de chacun des enfants? Parce que c'est vrai que quand on donne beaucoup d'attention sur un enfant, donc du coup peut-être Alison, peut-être qu'à côté ça peut être difficile de prendre soin des autres enfants, ou peut-être les autres enfants vont peut-être se sentir délaissés. Comment tu as réussi à mettre cet équilibre entre tous tes enfants? Comme je l'ai dit au début, nos enfants sont éduqués pareil. Donc chacun a sa place, chacun trouve sa place. Il n'y a pas de favoritisme. Même parce que Alison est handicapée, on connaît ses capacités, on connaît ses difficultés. Elle fait tout comme tout le monde. Donc chacun a sa place. Elle n'est pas mise de côté. Tout le monde fait... Alison, elle va mettre la table comme tout le monde. Elle a des punitions comme tout le monde. Elle fait des bêtises, elle sera punie comme tout le monde. Alison... par exemple, je ne vais peut-être pas lui demander d'aller faire la cuisine parce que je sais qu'elle n'y arrivera pas. Je vais demander aux autres en leur expliquant que c'est parce qu'elle n'arrive pas que je demande peut-être à sa petite sœur de m'éteindre le fou parce que je sais qu'elle ne saura pas le faire. Donc chacun a compris. C'est que dès le début, on n'a pas favorisé. On n'a pas dit aux autres, non, comme elle est handicapée, on l'amène, non, ne la touchez pas parce qu'elle est handicapée. Elle dit de gros mots, elle sera punie. Ça, elle le sait. Et surtout avec moi, c'est pareil pour tout le monde. Du plus petit au plus grand, c'est pareil. C'est vrai que chacun selon son âge, mais c'est pareil. Il y a des bêtises à faire, il y a des bêtises à ne pas faire. Tu seras puni. Je te dis, Alison, elle sait qu'elle a fini de manger, elle doit débarrasser. Elle sait qu'elle doit mettre la table. Elle sait qu'elle doit faire la vaisselle. Si elle a la possibilité de faire la vaisselle, elle a la capacité de faire la vaisselle, ben elle fera la vaisselle comme sa soeur. Et d'ailleurs, ils ont des jours de ménage. Les week-ends, c'est le ménage. Alison, elle va faire le ménage comme sa soeur. Si elle ne fait pas le ménage, elle sera punie. Donc, chacun a sa place. Ce n'est pas parce qu'elle est handicapée. Il y a certains trucs qu'on ne pourra pas lui dire de faire. Ça, c'est sûr. Je ne pourrai pas l'envoyer. De toute façon, je l'envoie avec sa soeur. Par exemple, m'acheter des petits trucs, je ne l'enverrai pas seule. Mais je lui dis, tu accompagnes sa soeur. Si tu ne veux pas accompagner ta soeur, ben, tu seras puni. Chaque punition a sa place. Je pense que tous les moments, c'est pareil. Tout le monde est pareil. Donc, chacun a bien trouvé son équilibre. C'est vrai que il y a des petits trucs aussi qu'on lui tolère et qu'on ne tolère pas aux autres. Donc, ils vont dire, ah, pourquoi pas elle? Donc, on essaie d'expliquer que ce n'est pas parce qu'Alison, on lui a toléré que toi, on va te tolérer. Tu connais son handicap, tu sais qu'elle a une difficulté. Ben, ce n'est pas de notre faute. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais c'est comme ça et c'est tout. Et ça fait que chacun connaît sa place. Et l'équilibre, vraiment, ça se passe très bien. C'est le plus important. Voilà, gloire à Dieu. Ça se passe très bien à la maison. Gloire à Dieu. Super. On n'a pas de souci pour ça. Super. Merci beaucoup, Happy, pour ta réponse. Et comment tu trouves que l'État t'aide, enfin vous aide par rapport à Alison, que ce soit financièrement, matériellement? Est-ce que tu trouves que l'État joue un rôle quand même important par rapport à ça?
On a la chance d'être dans un pays où on a des aides, franchement. Wow. Peut... C'est important de le dire quand même. Il faut le dire. On est dans un pays où on peut demander de l'aide, que ce soit matériellement, que ce soit financièrement. Par rapport à l'handicap de l'enfant, il y a des aides. Chaque fois, quand elle était petite, j'avais droit à l'aide d'enfant handicapé. Et, voilà, et après, elle devient adulte. Si elle ne peut pas travailler, elle aura l'allocation pour adulte handicapé. Avec ça, elle peut, plus de ça, on n'est pas éternel, nous les parents. Elle peut prendre sa petite maison. Si elle peut s'occuper d'elle-même, elle peut faire ses trucs. Franchement, ça dépend des handicaps de la personne. Et il y a d'autres aides. Il y a d'autres aides. Franchement, c'est vraiment voilà, il faut le savoir, il faut se renseigner. Et il y a beaucoup d'aides. Je sais qu'il y a des associations aussi qui sont là pour nous accompagner. Il y a vraiment beaucoup d'aides. Et je sais que ça, Maman Ado pourra répondre. Parce que moi, je ne connais que pour Alison. Ce dont elle a vraiment besoin. Je sais qu'elle n'a pas besoin de... Je sais que pour les enfants qui sont au fauteuil roulant, des enfants qui ont besoin d'un peu plus. Il y a plusieurs étapes. Tu as d'autres aides en tête? Bien sûr, il y a des aides. Donc, les parents qui ont des enfants en situation de handicap, il y a les assistants sociaux qui sont dans les établissements, qui sont bien habilités à faire ces démarches d'aide pour pouvoir vous aider à accompagner vos enfants dans le quotidien. Je sais que pour les adultes, il y a l'allocation d'adultes handicapés, il y a aussi une allocation compensatoire pour le handicap. Toute cette allocation, ça sert plus tout ce qui est matériel ou les transports ou taxis, tout ça qui se rajoute à l'allocation d'adultes handicapés. Donc, s'il y a difficulté, si vous ne savez pas où frapper la porte, allez voir l'assistance sociale qui est vraiment dans le domaine de pouvoir vous aider dans tout ce qui est allocation pour accompagner les enfants ou vos enfants. Merci beaucoup pour la réponse. Tu as bien complété ce qu'Api disait. Je trouve ça important en fait de dire ce que l'État aussi peut apporter en fait. C'est important de dire que l'État soutient les personnes en situation de handicap. C'est vrai que bon, on n'est pas dans un pays parfait, mais quand on nous aide, c'est important de le dire et c'est important de le montrer en fait. Donc merci pour vos réponses. On arrive à la fin de notre émission. Merci beaucoup de votre participation. On a un, comment on appelle, un rituel. Bon, bref. Souvent, on fait les 30 secondes. Ça s'appelle les 30 secondes. Et en gros, en 30 secondes, vous devez dire devant la caméra un encouragement à quelqu'un. Donc, je vais chacune vous demander de donner un encouragement. Et donc, on va commencer par toi. Api, est-ce que tu pourrais donner, tu vas juste regarder cette caméra-là et donner un encouragement à une femme comme toi, il y a du coup 20 ans, ou un peu plus, donc 17 ans, qui vient de se rendre compte que son enfant est en situation de handicap. Est-ce que tu peux donner un encouragement à cette femme? Merci Daisy. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu pour être là, du fait que je sois ici et de pouvoir encourager une famille. Le fait d'apprendre qu'un enfant est handicapé, ce n'est pas une fatalité. C'est vrai, ça fait mal. On se prend une claque parce qu'on voit que son enfant va peut-être pas évoluer comme tout le monde. Mais c'est parce que nous voyons par nos yeux physiques. Essayons de voir comment Dieu voit. On dit Dieu voit au-delà de nos yeux. Dieu fait au-delà même de nos attentes. Et Dieu peut le faire. Ne restez pas focalisés sur l'handicap de vos enfants, mais prions Dieu, accrochons-nous à Dieu et je sais que c'est lui, il peut tout. C'est Dieu qui fait tout et il peut tout. Ne regardons pas juste à la situation et rester focalisés et chercher des miracles, courir après les miracles. Donc, faisons confiance en Dieu et Dieu fera le reste. Amen. Merci beaucoup, Afi. Je tourne vers Ado. Est-ce que tu peux donner un encouragement à une famille qui cherche à se faire accompagner par une institution, mais qui ne sait pas trop comment faire, qui a un peu peur, mais qui veut vraiment être accompagnée vis-à-vis des institutions? Merci, Daisy. Je voudrais dire à une famille de faire confiance à ces institutions, faire confiance aux éducateurs et éducatrices. Dieu nous a placés, ce n'est pas pour remplacer la famille, mais pour être avec vous, pour accompagner les enfants, les adultes à situation de handicap, pour leur bien-être et l'épanouissement. Merci beaucoup,
Ado. Et on va finir avec Georgina. Est-ce que tu peux donner un encouragement à une famille qui traverse cette situation, mais qui est totalement dans le découragement et qui vraiment a abandonné la vie de prière, la vie de foi et voilà, qui est dans le découragement? S'il y a une parole à dire, je pourrais dire à la famille, à cette personne qui traverse par un moment de découragement, de ne pas abandonner, d'implorer la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Sous longtemps que tu vis, sache qu'il y a de l'espérance. Donc, espère encore, c'est possible. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je suis sûre et je prie qu'il y ait des familles qui aient été édifiées, fortifiées, que voilà, ce ne soit plus la même chose. Et j'espère que vous qui nous regardez, voilà, ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de quoi que ce soit, laissez-nous des commentaires. Et on se voit très vite pour un nouvel épisode de La Voix de la famille. À très vite. Au revoir. Place à la famille. Place à la famille.